C'est juste pour te faire toucher du doigt la manière dont moi je m'en suis sorti ou la manière dont je suis en train de m'en sortir. Quoi de neuf sur la planète? Eh bien, on vient de recevoir un cadeau. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Bon, on va débarrasser toutes les merdes que j'ai mis par terre. Et ensuite, on va regarder tout ça. Le maître mot de ce vélo, ça n'est pas... Alors là, par contre, tu vois, je suis sans assistance. Alors forcément, sans assistance... T'as intérêt à avoir des bonnes cuissasses ou d'utiliser le dérailleur. Alors si tout qu'on pédale, en fait, ben ça démarre. Il n'y a pas de latence, tu vois. Et ça c'est pas mal, parce que sur les premiers vélos qu'on a reçus, il y avait une petite latence à chaque fois qu'on démarrait. Et il fallait pousser très fort. Là on est tranquille. Là je suis à 4, là je suis à 5. Alors là il y a une petite cote, hein. C'est pas plat, hein. C'est un faux plat. Enfin c'est même pas un faux plat, ça grimpe en fait, hein. Si tout que tu touches au frein, ça coupe le moteur. Ça c'est plutôt pas mal, c'est reposant, c'est le seul jour de beau temps qu'on a depuis des lustres. Alors on profite, on roule à vélo, on va tourner là. On va aller un peu dans la campagne, Tony. Hein? Te casse pas la gueule, hein, mon fils. Voilà, tu vois, petit chemin de campagne, vraiment. Voilà. Allez, passe un peu devant maintenant. Voir ce beau vélo. Alors on va allumer la lumière. Là, il y a la lumière, tout se commande d'ici. Là, j'éteins. C'est un peu comme une berline de luxe, hein. Je me demande si je vais pas faire mes tournées avec ça. Je vais aller jusqu'en Bretagne. Non, franchement, il va bien. Je suis vraiment pas déçu. C'est vrai que nous, on est plus sur les vélos un peu tout-terrain, les vélos un peu extrêmes, hein, comme ceux les derniers qu'on a essayés. C'est vrai que c'était un peu, en plus, débridé et tout, ça marche le feu de Dieu. Là, c'est vélo street légal, et tu vois, pour balader en forêt, là... Ça fait du bien un peu, hein. Ouais, ça fait du bien de pas rouler toujours comme un sauvage. Je suis d'accord. Franchement, un petit vélo bien abouti, bien fini. Même le jeu de direction, tu vois, c'est tout nickel. Tout est propre. Alors les pneus, bien sûr, c'est des pneus route, mais des pneus aussi adaptés. Des pneus aussi adaptés à la pluie, tu vois. Il y a des dessins. Là, en plus, tu vas y mettre des valises dessus, ça passe bien, quoi. Parce que le vélo, il s'y prête bien. Là, avec les supports et tout, ça va bien rentrer. Alors, on a fait cette vidéo, on devait la faire beaucoup plus tôt. Mais malheureusement, on a eu que de la flotte, C'est le premier jour de beau temps qu'on a depuis un grand moment. Alors, on n'avait pas eu l'occasion. J'ai fait le montage, donc avant, ça, je l'ai fait il y a maintenant plus de 2 mois. Hein. Il y a un petit moment que je l'ai, ce vélo. On n'avait pas pu encore en profiter. On est en train de... Vraiment, c'est l'extase complète. Hein, c'est vraiment l'extase. C'est un super bicycle. C'est vraiment un super bicycle. Et là, tu vois, on mouline un peu, là. Là, je suis à 26 km/h. Alors, il y a les vitesses. Hein. Ah bah, par contre, ah ouais, attends. Ah ouais, regarde. Là, ouais, là, ça y est, là, je suis à 30 km/h. Voilà, alors on fait attention à la priorité. À droite, on va pas se tamponner nos bagnoles. Et c'est parti pour le sprint final. En danseuse. Ah là, Philippe, hein, voilà. Et ça freine vraiment, hein. Franchement, les freins, c'est surdimensionné, les freins. Ça fait faire un peu de sport en effet. Et nous voilà arrivés, petit raidillon tranquille. Voilà, donc conclusion, bah ouais, c'est un super biclard, hein. Franchement, c'est un bon petit vélo. Ouais. Bien placé au niveau du prix, frein à disque hydraulique, disque de 180, 7 vitesses. Voilà, avec une bonne autonomie. Alors, il est super bien fini, il est tout en aluminium. Les câbles passent à l'intérieur du cadre, c'est vraiment super bien fini, c'est très joli. La peinture, elle est vraiment magnifique. Là, il y a
Au-dessus du porte-paquet, tu peux mettre cette planche en bois, mais tu peux également l'enlever, hein, elle n'est pas obligatoire, parce que derrière, en dessous, tu as tout des crochets, etc. Donc il y a un porte-paquet, tu as également un garde-boue. La fourche est réglable, elle se bloque. Crazy Bird, oiseau fou. Je suis un peu étonné par le degré de finition quand même, hein. C'est très bien fini. Là tu vois, on a une petite planche pour mettre des affaires. Après tu peux y adapter des sacoches, hein. Il y a un porte-valise là ici, tu vois, tu peux y accrocher des sacoches ici. Le plateau est protégé par un surplateau là en aluminium pour éviter qu'il prenne des coups. Les pédales c'est du Wellgo. La batterie est bien sûr amovible. La potence est réglable. Suspension avant, frein à disque. Et on a des beaux freins à disque, hein, c'est des 180. Hein. C'est vrai que je viens de remarquer seulement maintenant, mais la finition, c'est vrai qu'elle est vraiment bien. On vous fera des petits plans après. Mais là, petit plateau gravé. Pour transporter les enfants, voilà, tu peux en mettre 2 derrière. Ficelé, voilà. Non, franchement, alors il y a un petit tableau de contrôle en plus qui est plutôt sympa, où tu as toutes les infos. Tu peux changer, donc tu as 5 vitesses. Il est bien sûr bridé à 25 km/h. Alors tu roules un peu plus vite que 25, mais l'assistance, elle s'arrête à 25. Hein. C'est un street légal, on va dire, hein, avec le phare avant, le feu arrière, le dérailleur 7 vitesses. La suspension se bloque éventuellement, elle se règle aussi. Petite selle bien confortable, pas trop large. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui as roulé un peu avec? Bah franchement, certes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà présenté. Pas la même, hein. Ça c'est pas pour faire du tout-terrain. Voilà, c'est pour, par exemple, aller un peu au travail tous les jours. En plus de ça, il n'est pas super lourd. Hein. Non, il est pas très lourd. Hein. Bon après, ça reste un vélo électrique quand même. Hein. Oui. Dans une ville, par exemple, comme Paris, Lyon, où il y a un peu des bouchons en centre-ville, bah ça, vous pouvez un peu... Tu sais que même en race campagne, Loulou, je pense qu'il a sa carte à jouer. Hein. Ça part de France en fait, hein. Même le guidon, tu vois, c'est un zoom. Il y a quand même du beau matos dessus, hein, je trouve. Les petites poignées en mousse, là, super confortables. Mais j'avoue que, franchement, je n'avais pas vu. Il est très bien fini. Soudure apparente, je trouve ça très beau. J'ai vu que tu t'y étais pas trop intéressé quand tu l'as vu, parce que toi, tu as l'habitude un peu des vélos. Hein. On va pas se mentir. J'ai un petit peu des goûts de luxe. T'aimes un peu la rarsouille et tout ça, quoi. Hein. Voilà, donc c'est le Ceta. Ouais. Crazy Bike Ceta e-bike. Magnifique vélo. C'est un moteur 250 watts. Il est street légal, tu peux l'avoir en 500 watts. Ouais, il est disponible en 500 watts. Alors, est-ce qu'il est en 500 watts là? Je sais pas, je pense qu'il est en 250. C'est marqué, papa. Tu crois que c'est marqué? Bah oui. Alors lis-le, Loulou. Marqué, la batterie, elle est 766 watts. Ah, la batterie, oui, la batterie, c'est une belle batterie. Hein. Et t'as de l'autonomie. Hein. Ça doit être marqué sur la Je peux te dire que t'as de l'autonomie. Hein. Papa. Alors, mode marche, chargeur USB, tu peux charger ton portable avec. Le frein à disque hydraulique, hein, c'est pas du frein à câble. Hein. Là, on a du frein hydraulique. Hein. La batterie lithium-ion, ici, c'est une 48 volts, 16 ampères-heure, jusqu'à 80 km d'autonomie. Alors, quand on te dit 80 km d'autonomie, table plutôt sur 50-60, c'est selon comment tu pédales, en fait. Mais nous, on l'utilise toujours à fond. Le 5e vitesse, sinon ça sert à rien d'avoir un vélo électrique. Et il fait 31 kg. Si tu fais la comparaison avec ce que font chez Decathlon, etc., il vaut 1299 en ce moment. Normalement, il vaut 1499. Si, je dis bien si, on me donne un petit code promo, il sera ici. Le lien est ici aussi d'ailleurs. Alors par exemple, pour mon expérience personnelle, papa a comparé ce vélo avec un vélo de Decathlon. J'ai ma maman du coup qui va au boulot tous les matins. Avec son vélo Decathlon. Je crois que c'est l'intermédiaire, il doit coûter 1500 balles, un truc comme ça. Ouais.
Et franchement, pour avoir essayé ce vélo et voir toutes les caractéristiques, dis-moi, fils. eh ben, il est génial, je trouve. Tu trouves que si tu devais le comparer au Décathlon, qu'est-ce que tu dirais au niveau de la finition déjà? Au niveau du Toi look, qui as essayé le Décathlon. au Allez, niveau vas-y, du look, lâche-toi. papa, il tabasse le Décathlon. Il met des coups de coude comme ça. Et il y a la suspension aussi sur le vélo de... Suspension avant, oui, pas de suspension arrière. Pas de suspension, comme celui-là en fait. Voilà. Cadre rigide Voilà. à l'arrière, suspension avant, cadre aluminium là. Niveau vitesse et tout, performance, il n'y a pas un grand écart, mais celui-là, t'as dit le prix ou pas? 1299 en ce moment. 1299 €, celui Décathlon est à 1500. Alors Et- tu disais en soi, mais est-ce qu'en toi, tu sens que ça pourrait être un vélo avec lequel tu pourrais par exemple aller à l'école? Oui, il est... Il y a ici, lâche-toi pour Noël, hein, C'est bientôt lâche-toi. Noël, c'est les fêtes. Voilà, si vous c'est voulez, bientôt Noël, décalque ton portefeuille, achète-toi des vélos pour toute la famille, et comme ça, vous partez en vacances, ça vous coûte 0, juste à charger la batterie de temps en temps dans les toilettes des stations-service. Voilà. Hein Voilà la famille. Je vais te parler d'une chose qui date maintenant d'il y a quelques temps. C'était en décembre 2017. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, il y a quelques années quand même, hein, qui se sont écoulées depuis. Le pourquoi du comment, c'est pas pour me gargariser, pour refaire la personne qui va donner des conseils sur les affaires, etc. hein. C'est juste pour te faire toucher du doigt la manière dont moi je m'en suis sorti ou la manière dont je suis en train de m'en sortir. On va pas dire que je suis complètement tiré d'affaire. J'ai utilisé quelques méthodes qui m'ont évité de devenir fou et de me radicaliser et de partir dans quelque chose, de me laisser aller en fait. hein. Je vais te parler donc de ce fameux mois de décembre 2017 où c'est là où vraiment le tournant a démarré, hein, le tournant dans mon activité, l'activité donc que j'avais à l'époque où je vendais des camions. Et c'est là où tout a été décidé en fait. hein. J'avais des rentrées d'argent à venir, mais elles ne venaient pas. hein. C'est principalement grâce aux banques ou à cause des banques que ça ne venait pas assez vite. J'ai dû changer de marché. Alors bon, peu importe les raisons. Il y en a, ils vont dire ouais, c'est parce que tu as mal géré. Il y en a, ils diront bah oui, c'était l'économie, c'était comme ça. Il s'est passé tout un tas de choses dans ma vie qui font que j'en suis arrivé là. J'en suis arrivé à un point où je pouvais plus prendre de salaire. J'en prenais plus depuis un certain temps. J'ai dû prendre une décision. Donc au mois de décembre 2017, juste avant de passer les fêtes, un peu comme maintenant, ma banque m'appelle et me dit monsieur, votre compte va passer en négatif, compte pro. Or, vous avez de l'argent sur votre compte personnel. Est-ce que on peut taper dans le compte personnel dans mes économies en fait, pour que vous puissiez passer les fêtes tranquilles. Ça veut dire qu'on va vous demander un gros virement pour que les échéances passent et puis pour que je reprenne, pour que mon compte revienne en positif, pour terminer l'année en fait. Et moi bien sûr, alors ça faisait quelques mois que je ramais, que je me posais beaucoup de questions, mais que j'avais toujours espoir de toucher l'argent qu'on me devait et puis de pouvoir repartir et continuer mon activité. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout mis dedans en fait. Tout l'argent que j'avais mis de côté, je l'ai remis dans ma société. Et là, j'ai pu passer les fêtes tranquilles. Ce qui s'est passé après, c'est que au mois de mai 2018, je déposais le bilan. Donc ça n'a jamais remonté. Au moment où moi j'ai remis cet argent sur le compte, j'étais persuadé que j'allais le récupérer en début d'année et que tout ça serait un lointain souvenir. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. S'ensuit tout ce qui s'est passé et tous les problèmes que j'ai eus, bien que quand même j'ai fait quelques démarches pour éviter justement d'être harcelé. Et ça va être l'objet de cette vidéo. Donc je dirais que la première erreur que tu pourrais faire quand tu sens que ça va mal, c'est de remettre l'argent que tu as gagné en fait. Ça, cet argent-là, il est à toi, tu ne le remets pas. Surtout quand tu es en société comme moi, il n'y avait pas d'intérêt à remettre cet argent, surtout avec ce qui s'est passé après. C'est vrai qu'on croit toujours, nous, de l'intérieur, que ça va repartir, mais de l'extérieur, les gens voient bien que ça ne repartira pas. Donc en fait, ils récupèrent l'argent que tu avais, et puis toi, ensuite, tu te retrouves un peu le bec dans l'eau. Ça, c'est le premier point. Donc ça, par exemple, moi j'ai fait l'erreur de remettre l'argent. Avec le recul, aujourd'hui, je ne le ferai plus. Si aujourd'hui je devais être dans la même situation, l'argent gagné, je le garde.
et je ne le remets pas dans une société, puisqu'une société, c'est une entité. Hein. Elle serait de toute façon, la finalité a été exactement la même que si je n'avais pas mis cet argent. Ça m'a juste fait traîner quelques mois de plus. Ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, dans les mois qui ont suivi, l'activité ne revenait pas. J'avais perdu la confiance des gens qui me mettaient les camions de côté parce que forcément, je les mettais de côté, mais je n'arrivais pas à les payer. Donc, un camion de côté, le deuxième, je suis désolé, Pascal, je ne peux pas te le garder, celui-là, je suis obligé de le vendre. Et du coup, mes partenaires, la confiance, elle a commencé à disparaître. Hein. Ça a été le second point. Quand j'ai senti que le bateau était en train de couler, ça a été par étapes. La première chose à faire, c'est déjà de se débarrasser de tous les frais inutiles. Tu peux avoir des abonnements, tu peux avoir tout un tas de choses, tu peux avoir Canal+, tu peux avoir plein de choses. Il faut te débarrasser de tous les frais fixes. Tout ce que tu peux enlever, tu l'enlèves. Ça va tout de suite te faire beaucoup moins de frais fixes mensuellement. Tu auras du coup beaucoup moins d'argent à sortir tous les mois. Ensuite, je me suis débarrassé de l'appartement, du loyer, parce que j'avais vendu la maison suite à la séparation. J'avais vendu la maison et j'avais loué un appartement pas très loin de chez Eva. La chose que j'ai faite donc ensuite, ça a été de m'organiser pour me débarrasser de cet appartement. Alors il est clair que quand on se retrouve dans une situation comme ça, la trésorerie, on n'en a plus, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent devant, puisque moi j'ai tout mis dans le trou en fait qu'il y avait à la banque. Et de ce fait, pour te reloger, tu te dis, oui d'accord, je vais laisser mon logement, mais qu'est-ce que je vais trouver ensuite? Moi, ça a été simple, j'ai vendu ma voiture, j'aurais pu vendre des motos, j'aurais pu vendre ce que j'avais, parce que quand on est entrepreneur, on accumule souvent des biens matériels, ces biens matériels ont une valeur marchande. Ce que j'ai fait, donc je me suis séparé de l'ODR8 que j'avais, ça m'a permis de financer mon logement mobile. Ça a été donc un point important dans la transformation de mon mode de vie, et du coup j'ai pu rendre le logement que je louais sans avoir des défauts de paiement de loyer. Hein. Ça fait déjà un souci de moins. Du coup j'avais plus d'adresse. Mais j'avais plus d'adresse, c'est un mal pour un bien. Parce que finalement, en ayant une adresse, eh bien, tu vas avoir tous les créanciers. Alors moi, c'était principalement les banques, parce que je devais rien d'autre. Hein. Tu vas avoir les créanciers qui vont frapper à ta porte. La chose ensuite à faire, c'est de changer de numéro de téléphone, de le communiquer qu'aux gens sûrs, hein, aux gens que tu sais que tu n'auras pas de problème, et de changer d'adresse. Et d'avoir une adresse un petit peu comme la mienne, où on ne peut pas te trouver à cette adresse, bien sûr. Parce que sinon, ils vont te miner le moral, ils vont te harceler, et tu ne pourras pas te reconstruire sereinement. Parce que ça, c'est un gros problème. Le gros problème, c'est qu'une fois que tu t'es échoué, une fois que tu t'es écrasé, eh bien, il y a tous bien sûr, les gens, hein, les créanciers qui viennent t'harceler, hein, t'intimider, te pourrir la vie, et tout ça, pour le moral, c'est pas bon. Donc ça, c'est presque le plus important. C'est d'être dans un endroit où on va pas pouvoir te trouver, où tu vas pas forcément avoir une adresse où on va pouvoir venir te chercher et te saisir ou te faire de l'intimidation. Au départ, c'est beaucoup d'intimidation. Les sociétés de recouvrement sont là pour ça. Elles passent leur temps à te harceler, pour t'intimider, pour te faire peur, pour que tu payes. Mais la plupart du temps, quand tu viens de t'arrêter, t'as pas l'argent pour payer. Hein. Et t'as déjà pas l'argent pour manger et pour te loger, alors encore moins pour payer tes créances. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, et c'est pour ça que ça fonctionne pas, c'est qu'on te laisse pas te reconstruire, on te laisse pas le temps. Donc tu es obligé de le faire toi-même, tu es obligé de te prémunir toi-même, et la manière de te prémunir de tout ça, eh bien, c'est de t'organiser, et l'organisation passe par un changement d'adresse, et pour une adresse dans laquelle tu ne seras pas physiquement là, et de t'organiser un logement que tu n'auras pas à payer tous les mois, parce que en fait tu vas tomber dans une situation où tu ne pourras plus payer ce que tu dois. Tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus payer le minimum pour pouvoir manger et te loger. Il y en a qui diront, oui, tu as aussi possibilité de trouver un travail. Oui, tu peux très bien trouver un travail. Maintenant, qu'est-ce que tu vas trouver ? Selon tes compétences, si tu étais par exemple entrepreneur, je ne sais pas ce que tu pouvais bien faire, mais tu n'auras peut-être pas un salaire mirobolant qui te permettra de subvenir à tout, et puis en plus de payer tes créances, parce que le problème est là.
Le problème, il est qu'il faut vivre, il faut manger, et en plus, il faut payer ce qu'on te demande. Et ça, c'est très compliqué. Il faut presque s'échapper, en fait. Hein. C'est un petit peu ce que moi j'ai fait, et ça m'a plutôt réussi, puisque ça m'a permis de pouvoir vraiment me poser, de réfléchir à ce que j'allais faire, de transformer tout ça. Hein. Alors au départ, moi, la chaîne YouTube, au moment où je l'ai mis en place, c'était pas pour parler des camping-cars et puis de proposer des camping-cars, c'était pour raconter mon expérience, faire ce que je suis en train de faire là, conseiller les gens pour ne pas tomber dans les erreurs que l'on fait à chaque fois lorsqu'on est victime d'une faillite. Alors on n'est pas toujours victime d'une faillite, moi c'est un dépôt de bilan en fait, hein, parce qu'en clair, au moment où je suis allé au tribunal de commerce, donc pour dire que je voulais jeter l'éponge, et ben il me dit mais pourquoi vous jetez l'éponge? Nous on voit vos bilans de l'année dernière, de l'année d'avant étaient excellents. Là il y aurait possibilité de faire une procédure en fait, hein, une procédure où il va y avoir quelqu'un qui est sous surveillance, hein, et une personne, donc un mandataire judiciaire qui va négocier avec les banques pour que vous puissiez continuer. Moi, je connaissais bien l'histoire de l'intérieur, je savais de quelle manière je travaillais et je savais que c'était incompatible avec cette méthode. Hein, parce qu'on ne s'adresse pas dans le métier du camion, c'est compliqué, il y a beaucoup d'exports, il y a des modes de règlement qui sont un peu problématiques et du coup, non, ça n'aurait pas pu passer, ça n'aurait pas pu fonctionner correctement. Ça aurait été reculé pour mieux sauter. Alors c'est clair, j'aurais peut-être encore duré quelques temps, j'aurais pu avoir un salaire pendant quelques temps, mais de toute façon, moi, la finalité, je la connaissais. Il fallait faire table rase de tout ça, il fallait tout arrêter. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Il va te falloir un bon moment, parce que au départ, tu as un dégoût, tu as une lassitude, tu n'as plus envie de rien faire en fait. Tu as juste envie de te laisser aller. J'ai vécu une bonne année et demie, je dirais, de léthargie, où là, je suis obligé de rendre hommage à Eva, qui a été exceptionnelle, vraiment. Je le réalise aujourd'hui, ça a été vraiment un soutien, même si quelquefois elle était assez critique sur les directions que je prenais, ça a toujours été bienveillant. Je la remercierai jamais assez, parce que c'est là que je me suis rendu compte de la personne qu'elle était en fait. C'est vrai qu'elle a un physique plutôt avantageux et souvent, ben oui, on pense que ce type de femme va être dans le profit et au moment où toi tu vas avoir le plancher qui s'effondre sous tes pieds, ben tout le monde disparaît. Hein, j'ai des personnes très proches qui ont disparu en effet. Hein, je vais pas m'étaler ici. Il y a des gens, ça a été silence radio. Eva a été là. Et elle a été là vraiment, je veux dire, elle a vraiment... je sais qu'en plus, par rapport à son mode d'éducation et tout, c'était... voilà, elle n'était pas du tout là-dessus, quoi. Ça, c'est très important, l'entourage, c'est très important. Il est vrai que si en plus, au moment où ton bateau coule, bah, y a les personnes les plus proches qui quittent le navire, c'est très compliqué, c'est encore plus dur. Et il va te falloir encore plus de temps pour te remettre de tout ça. Vraiment, grand merci à Eva qui a été pour moi d'un soutien exceptionnel. Bon, j'ai mes parents aussi qui sont exceptionnels aussi. J'ai vraiment eu la chance d'avoir quand même des gens qui m'ont entouré et qui m'ont soutenu moralement. Et ça m'a fait le plus grand bien et ça m'a aidé aussi à repartir du bon pied. Ben, ensuite, il y a la phase de reconstruction. Donc la phase de reconstruction, quand on est entrepreneur, comme beaucoup d'entre nous, hein, c'est très difficile de dire je vais aller pointer et je vais aller travailler. Alors je l'ai fait, moi je l'ai fait plein de fois, mais c'est vrai que c'est difficile. Puis en plus, tu as toutes tes casseroles qui sont là et qui attendent hein, juste que tu commences à regagner de l'argent pour pouvoir te prendre ce que tu gagnes, une bonne partie tout au moins. La meilleure solution, c'est quand même de refaire une activité, d'essayer de reconstruire une activité pour pouvoir rebondir. Alors bon, moi je suis en phase aujourd'hui, je suis prêt à faire quelque chose dans une autre façon, hein, ne pas le faire comme je l'ai déjà fait, mais là maintenant, alors bon, j'ai cette petite activité, je fais un peu d'accompagnement, je présente des camping-cars et tout. Prochainement, je pense que ça va aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, des gens qui m'ont approché, on est en discussion pour plein de choses et plein de projets. Et je pense que là vraiment, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais pouvoir reprendre une situation convenable. Voilà, convenable. Tout en ne perdant pas à l'esprit ce qui m'est arrivé déjà et en restant comme je suis aujourd'hui, un électron libre en fait. Hein. Libre de ne rien gagner du tout et de pouvoir continuer à vivre. C'est ça qui est important.
C'est juste pour te donner un petit peu la tendance, parce que je sais qu'il y a beaucoup de faillites en ce moment. Je croise beaucoup de gens qui ont eu les mêmes expériences que moi et qui ont fait différemment quelquefois en mieux et quelquefois en moins bien. Je pense que cette petite piqûre de rappel, elle peut être très utile pour pas mal de gens. N'attends pas la dernière minute, ne mets pas tout pour sauver ton activité. En fait, on s'en fait tout un monde. Mais au final, c'est pas si grave. C'est grave au moment où tu le vis, parce que tu as l'impression que tout va s'écrouler. Tu vis d'autres choses, en fait. Tu vis d'autres choses qui t'ouvrent une vision sur d'autres situations. Tu apprends à connaître les gens qui t'entourent. Ça, c'est très important. Moi, aujourd'hui, je pense que si j'avais pas vécu ça, faire des rencontres, c'est forcément quand tu as des grosses bagnoles et puis que tu as les poches pleines, hein, par exemple, tu vois. Ça, c'est quelque chose, ça m'a fait grandir énormément parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait être avec moi pour autre chose que ce que je pouvais apporter financièrement. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que là, vraiment, tu apprends à connaître les gens. Je dirais qu'aujourd'hui, oui, je suis paré pour faire des grandes choses. J'ai vu les gens qui m'entouraient, Eva principalement, hein, dans des situations que j'aurais pas vu si ça ne m'était pas arrivé. J'ai pu compter aussi sur mes petits loulous, hein, qui ont toujours été là à me soutenir. Mes enfants, plus particulièrement Tony, qui était plus en âge de comprendre, qui m'a beaucoup soutenu aussi, qui sont vraiment, ils ont été exemplaires, ils cherchaient à me faire dépenser le moins possible. Moi, il y a eu une période où j'avais pas 10 balles dans la poche, quoi. C'était vraiment compliqué. Je mettais du carburant dans le camping-car une fois tous les mois et demi, je bougeais quasiment pas, parce que j'étais à zéro de chez zéro, quoi. Alors, oui, là, les enfants, ils ont été patients, ils n'ont pas réclamé des choses au moment où je voulais faire un petit écart. Ils me disaient non, papa, ne le fais pas, t'as pas d'argent, fais attention. Et ça a été aussi très compréhensif de leur part et d'une grande aide. Voilà, je voulais faire ce petit comeback, cette petite mémoire en fait, parce qu'il faut jamais perdre de vue ce qui t'est arrivé, hein. C'est important. Je pense que, alors je disais à un moment, ça devrait arriver à chacun de nous, mais tout le monde ne le vit pas de la même façon et tout le monde n'est pas entouré de la même façon. Voilà, je voulais juste te partager ça. Si tu es dans cette situation, eh bien, procède par ordre, mais fais-le pour ne pas être pollué, pour ne pas avoir envie de te tirer une balle dans la tête. Fais-le, fais les choses pour être tranquille dans ta tête et ne pas avoir des poursuites perpétuelles qui viennent frapper à ta porte, parce que ça, tu peux pas t'en sortir comme ça, je te le dis, c'est impossible en fait. Et on peut pas te dire, aujourd'hui, jusqu'à la fin de tes jours, tu vas travailler pour un SMIC et tu vas passer ton temps à payer des choses. Ça, c'est pas possible non plus. Alors aujourd'hui, tout s'est un peu éclairci, un peu plus, hein. J'ai encore des casseroles, mais ça va mieux. Je vais te donner un exemple, le RSI par exemple. Le RSI, malgré que j'étais à jour et malgré qu'à la fin de mon activité, ils m'ont fait un remboursement de 5 500 € environ, eh bien, ils ont continué à me demander de l'argent. Alors bon, il y a un moment, je dois t'avouer que j'ai tout lâché et je répondais plus à rien parce que j'en avais besoin. Et au moment où je me suis réveillé, il n'y a pas si longtemps que ça, on me réclamait quasiment 60 000 € au RSI. Hein. Et c'était 60 000 € sur les années 2020, 2021, des années où j'étais plus en activité. Ils n'avaient pas enregistré l'arrêt d'activité. Est-ce que le mandataire judiciaire n'a pas fait son travail? J'en sais rien. Toujours est-il que j'avais une grosse dette qui a été tout effacée. Voilà. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est moi qui avais raison. Et ils me disent, oui, mais vous n'avez pas fait de déclaration sur 2020, sur 2019. Ben oui, mais tu fais plus de déclaration quand quand ton entreprise elle est stoppée. Hein. Voilà. Aujourd'hui, j'ai réglé pas mal de problèmes. Il y en reste encore un peu, mais c'est un bon chemin. Et ça, c'est grâce au recul que j'ai réussi à prendre par rapport à tout ça. Et surtout de cloisonner, de couper tout le côté nocif de la chose, hein, tous ces gens nocifs aussi qui essaient de t'intimider. Ça, c'est un gros point à éliminer dès le départ. Voilà la famille. Bonjour la famille, parce que moi je n'ai pas vu encore, j'ai vu personne. Aujourd'hui, Pascal me donne la parole. Je déballe mon micro. Me donne la parole. Alors, c'était juste une toute petite remarque. Je voulais parler du racisme en France. Comme je suis une étrangère, j'ai le droit de parler.
parce que je suis 100% étrangère, je ne suis pas d'origine polonaise, je suis polonaise, je vis en France depuis 32 ans. Et puis, je trouve tous les étrangers d'une injustice énorme. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme du tout. Il y en a dans tous les pays. Il y a des camps partout qui sont vraiment racistes gratuitement. Mais la plupart des étrangers, quand je regarde en France, je suis choquée. Parce qu'un étranger, quand il arrive dans un pays, en tout cas moi je me sens comme ça, c'est comme un invité. Et quand on arrive chez quelqu'un, on est invité chez quelqu'un qui nous accueille, qui nous donne à manger, qui s'occupe de nous. On commence pas dans sa maison à lui déplacer les meubles, à lui dire « Attends, là, je vais faire un coin cuisine, là, je vais me construire quelque chose, je vais arranger. » Non, on se tient tranquille et on est reconnaissant de l'accueil qu'on nous donne. Et la plupart des étrangers, ils arrivent en France, ils ont accueilli, ils ont des aides sociales, ils ont des appartements, ils ont tout et ils sont jamais contents. Il y en a beaucoup qui foutent bordel, qui foutent énormément bordel, qui se sont faits depuis des années, des très très mauvaises opinions. Et maintenant, ils pleurent qu'il y a des délits de faciès, que quand on les voit ou la police les voit de loin, on les arrête. À un moment donné, les Polonais, c'était pareil. Quoi ? Je te demande la parole après. Les Polonais avaient une opinion de voleurs de voitures. Il y avait de la mafia polsko-ruska, polonais, russe, polonais, ukrainien. Ils étaient hyper efficaces. J'étais victime une fois en Pologne avec mon ex-mari. On est entré dans le magasin, mais 10 minutes. On est entré, on est sorti. C'était une vieille Volvo. Il n'y avait pas de voiture. C'était une petite ville. Pas de voiture, pas une trace. Après, la police nous a expliqué. Ils démontent, ils arrivent, ils mettent dans un camion, ils emmènent dans un garage, ils démontent la voiture, mais en 2 heures, il n'y a plus rien. Où elle est repeinte, changée. Ça, c'est fini, par contre. Hein, ça. C'est fini, c'est fini. Mais il y avait un moment que les pays de l'Est avaient l'opinion des voleurs, des malhonnêtes, des magouilleurs. Maintenant, ils travaillent dur pour rattraper tout ça. Un autre exemple, avec une amie à moi, une Polonaise, qui était bien brune, complètement différente de moi, on passe la douane franco-suisse, le douanier nous arrête. « Ah, les filles, un peu drague, un peu contrôle, vous allez où ? Ah, vous faites quoi ?» Bon, elle avait un peu un châle en plumes, elle était maquillée très, très fort. Moi, je suis blonde, pareil. « Ah, les filles, vous travaillez où ? Au cabaret ?» Ça, c'est délit de faciès. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à ce douanier ? Quand on va à Genève, 80% des filles dans les maisons closes et dans les cabarets, c'est les filles de l'Est. Est-ce qu'on va dire « Ah, délit faciès, pauvre petite... » Non, parce que pour une opinion, on travaille pendant des années. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas les injustices. Il ne faut pas dire non, que tout est beau, tout est rose. C'est en train de basculer, tout ça. Hein. C'est en train de basculer. Ça veut dire qu'on a entendu à la télé il y a peu de temps du racisme anti-français, par exemple. Il y a des gens qui ont brûlé le drapeau, il y a quand même... en clair, moi j'ai toujours connu ça, mais pas seulement avec les étrangers. J'ai connu ça d'un village à un autre, en fait. Parce que, alors dans le Nord, on n'avait pas trop cette vision des choses. J'étais du Nord, je ne ressentais pas trop ces différences. Mais quand je suis arrivé dans le Sud, un village était raciste après un autre village. Moi, j'arrivais de France, du nord de la France, il y avait un racisme, c'est pas un racisme comme celui qu'on peut mesurer avec une différence de couleur, mais il y avait des moqueries, il y avait il y avait un racisme anti personnes du Nord. On appelait les Parisiens les dorifores, on appelle ça dans le Sud. Il y avait même des racismes, il se faisait un racisme entre villages. Un village était raciste, une forme de racisme, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de racisme ? Non, il y a un autre nom pour dire ça, débilité profonde. Oui, pas autre chose que de la débilité. Parce que, après, l'être humain, la différence, on n'aime pas la différence. Il suffit, gros,
portant des lunettes, roux, maigre. L'être humain, même si vous préférez une équipe de foot plutôt qu'une autre, ils vont se taper dessus. Ça c'est la stupidité de l'être humain. C'est quand même une forme de racisme. Mais là, ce qui se passe, moi sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est les étrangers. Que ceux qui méritent vraiment pas tout ce qu'ils reçoivent, tout ce qu'ils ont, et ne pas être encore toujours contents d'accuser tout le monde de leur malheur. Qu'à un moment donné, il faut se remettre en question et comprendre pourquoi ceux qui sont en face de nous, pourquoi ils réagissent comme ça. Est-ce qu'ils en veulent vraiment à nous? Est-ce que c'est une méconnaissance, un gros stupide qui est vraiment raciste ou vraiment est-ce que ces gens, d'où vient leur opinion et pourquoi ils nous traitent de telle ou telle façon? C'est un gros sujet très polémique, hein, je pense, en ce moment. On le voit d'ailleurs, la France est divisée par rapport à ce qui se passe en Israël, par exemple. C'est très, très compliqué. Mais si on ramène ça à l'être humain, si on ramène ça à son village, on peut se rendre compte que même dans un village, il y a une forme de racisme. Ça peut ressembler à ça, en fait. Ça peut ressembler à ça, mais c'est une échelle différente, parce que au plus tu viens de loin, oui, au plus la différence, elle est ressentie, en fait. Au plus c'est compliqué. Alors l'histoire de Palestine-Israël, c'est encore autre. C'est un conflit qui dure depuis des générations, parce que c'est faut même pas aborder le sujet là, parce que là c'est deux frères en bien fait. trop controversé. Écoute, vas-y. En fait, l'histoire c'était deux frères, Jacob et Ésav. C'était deux frères qui Ésav, à l'époque, celui-là qui était plus grand, comment ça s'appelle, le premier aîné. Il avait tous les privilèges. C'était lui qui recevait la bénédiction et tout. De la part de leur père. Leur père, c'était Isaac, Brigitte, Rachel, Rebecca, je ne sais pas. C'était des jumeaux. Et quand ils sont nés, en fait, c'est Ésav qui est sorti en premier, donc il était aîné. Et Jacob, il est sorti derrière et il tenait le pied d'Ésav. Et ils sont sortis comme ça ensemble. Et après, ce qui s'est passé, ça poursuivait. Ésav, c'était quelqu'un qui était très fort, qu'il réussissait tout, il était bien bâti, costaud, et il s'en foutait un peu de tout ce qui est matériel, de ses privilèges. Il était un peu foufou. Jacob, c'était le moins âgé, donc quelques secondes, il était très faible, il était roux, il était très faible, il n'avait pas beaucoup de poils, l'autre il était très poilu, très viril. Et sa maman, elle avait mal au cœur pour son fils qui était un peu rejeté, un peu faible. Et l'autre, il était privilégié par père, le premier-né qui était costaud, qui était plus apprécié par père. Et le jour de bénédiction, où le grand Ésav, il devait recevoir bénédiction de son père, ces jours approchaient. C'est un peu long à raconter, je sais pas, voilà. Bref, en tout cas, il y avait une tricherie. La maman et Jacob, ils ont préparé un piège que Ésav a vendu pour une soupe. Il a vendu sa bénédiction et son privilège de premier-né à Jacob. Et après, voilà, de cette histoire, il y a deux peuples qui sont nés, les Palestiniens et Israël, c'est Jacob. Et Jacob, en fait, les Israéliens, ils ont volé surnoisement le privilège de Palestiniens. Et puis ces peuples ont grandi après, c'est Jacob, vu ça, que je ne sais pas si on va le mettre. Hein. Il n'a pas respecté ce privilège. Est-ce qu'on va le mettre, ça? C'est une histoire biblique. Hein. Biblique? Oui, c'est une histoire qui est décrite dans l'Ancien Testament, l'histoire de Jacob. Comme il y a beaucoup d'interprétations, dans chaque religion, c'est difficile d'en parler, parce que tu vas forcément te mettre à dos une partie des gens qui pensent qu'il y a cette partie qui est légitime. Alors après, là, moi, je n'interprète pas. Je dis juste l'histoire, et puis que de cette personne-là, de Jacob, il y a Israël, et de l'autre... Et puis ce conflit continuait un peu parce que ça continue dès le départ, parce que l'autre peuple se sentait un peu abusé. Et c'est la stricte réalité, hein. C'est pas politique ni quoi que ce soit. Leur histoire a commencé comme ça. D'accord.
Sans jugement aucun. Sans jugement On précise. aucun. Hein. On va peut-être le laisser, parce que bon, là, la vidéo va être un petit peu longue, la chatounette. On pourra développer si ça vous intéresse. On verra bien. Je suis un peu... tu vois, j'ai une voix un peu de vieille fumeuse. Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? T'es allé chanter? Rien. La Castafiore, j'ai fait. Voilà la famille. Ben écoutez, on vous dit à la prochaine. La prochaine, ce sera certainement en Pologne. Oui. Certainement en Pologne. Assurément en Pologne. On fera même peut-être un petit live en Pologne. Ouais. On va vous montrer, on va faire des petits shorts en Pologne, on va en faire pas mal. Et voilà. Pour vous donner un peu l'envie d'aller voyager par là-bas. Ciao la famille, à tout bientôt. Ciao, ciao.